Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire de restitution sur l'étude ProBois 2, donc qui portait sur le transport fluvial au service de la construction bois. Alors nous allons enregistrer ce webinaire, donc si ça dérange quelqu'un, voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Euh, alors, tac, est-ce que vous voyez bien la présentation? Je n'arrive pas à passer les slides. Ah si, c'est bon. C'est bon. Voilà, parfait. Alors donc, pour, le déroulé un peu de ce webinaire, donc on aura une introduction, de Fibois Normandie et Fibois Île-de-France. Donc un rappel de l'étude ProBois 1 et une présentation de l'étude ProBois 2. Ensuite donc, notre prestataire, externe, donc André Poiré du cabinet Actislog, nous présentera, son étude. Et nous aurons ensuite un témoignage de Amélie Cuillet, donc, la directrice générale de Cuillet Frères. Et ensuite, quelques idées reçues sur, le transport fluvial et puis un temps de questions, un temps d'échange, tous ensemble. Voilà, donc je vais laisser la parole à Anne-Sara, directrice de Fibois, Normandie sur, ProBois 1. Bonjour à tous. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient présents le 14 septembre 2021. Nous étions réunis à Manubois, donc aux grandes ventes dans le nord de la Seine-Maritime pour la restitution du projet ProBois 1. Et ce projet ProBois 1 est donc un projet partenarial entre les deux Fibois, Île-de-France et Normandie, dans le cadre des appels à projets CPIER, donc contrat de plan interrégional, 2015-2020, donc soutenu par toute la bande de financeurs que vous voyez ici sur la slide, dont les régions Île-de-France et les régions Normandie en particulier, ainsi que l'État via l'ADEME. Ce projet ProBois 1, il avait deux faces qui sont assez complémentaires tout en étant très différentes. La première phase, c'était vraiment lié à la ressource en bois et à travers la valorisation du hêtre normand. Donc, nous sommes une région assez riche en hêtre et ce hêtre est travaillé depuis de très, très nombreuses années par l'entreprise Manubois qui, là, voulait concrétiser, tester une nouvelle méthode pour travailler ce bois, qui est donc le lamellé-collé, qui pouvait ainsi servir en construction sur de nouveaux usages. Et donc voilà, tester ces nouvelles techniques constructives. ProBois 1 a permis de faire des tests, d'obtenir des certifications pour favoriser la mise en œuvre de ce lamellé-collé de hêtre. Ça, c'était le 1er volet et il a été relié en fait, à la deuxième question qui est celle du transport fluvial, puisque là, à l'époque, on a fait le constat qu'à peu près 13 des entreprises, qui intervenaient sur des chantiers franciliens étaient normandes et donc il y avait, tout intérêt à enrichir les liens qui pouvaient exister entre nos 2 régions et notamment sur les questions logistiques. En l'occurrence sur cette question du transport et voilà, c'est comment est-ce qu'on fait venir ce bois normand jusqu'en région parisienne où il pourrait être mis en œuvre et cette question du développement des voies fluviales et du transport fluvial s'est donc posée avec, notamment ici des expérimentations qui ont lieu en 2019, avec les entreprises Cuillet Frères, pardon, donc qui est à côté de Rouen et l'entreprise Poulengue qui est dans l'Eure à côté de Beuzeville. L'idée étant donc de charger des modules, de construction en Normandie, dans des ports normands en proximité de la Seine, enfin en tout cas les entreprises étant en proximité de la Seine et d'aller les décharger en région parisienne. Les principaux enseignements de cette première vague, ProBois 1, étaient que le transport fluvial, en gros, on savait faire, qu'il ne posait pas trop de problèmes, mais qu'il nécessitait un apprentissage par les constructeurs et par les transporteurs et qu'il y avait aussi un certain nombre d'ajustements à faire et donc de nouvelles études à mener sur les différents apports que pouvait représenter ce transport fluvial, notamment en termes économiques et environnemental. Et donc cela donne l'ouverture pour, la construction du ProBois 2,
que je vais laisser, Olivia présenter et donc qui est exactement, en fait, dans la prolongation de ce ProBois 1. Merci beaucoup Anne-Sara. Moi, je suis Olivia Jarny, déléguée générale de FIBOis Île-de-France. Donc en effet, ProBois 1 nous a apporté pas mal d'enseignements et aussi la confirmation qu'on appréciait bien de travailler ensemble entre les deux FIBOis. Et donc, on a déposé une candidature auprès du FNADT CPIER. Alors, c'est le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, avec une déclinaison régionale via un contrat de plan interrégional Vallée de la Seine. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de venir promouvoir via des financements publics des projets de développement économique sur nos deux territoires. Et donc l'idée, c'était d'aller plus loin dans l'expérimentation du transport fluvial des matériaux bois, en étudiant à la fois les performances économiques du transport fluvial, mais aussi les performances environnementales à travers la méthode bilan carbone développée par l'ADEME, pour comparer tout ça à un transport routier et voir quels étaient les points positifs, les points d'amélioration, les questionnements aussi à creuser à l'aune de ces expériences. Donc on a réalisé un suivi de 5 opérations qu'André Poiret va vous présenter, donc, qui ont été construites en région parisienne et qui ont eu des chantiers s'étalant entre 2022 et 2023, avec un livrable qui sera disponible sur nos sites internet respectifs, un livrable complet sur cette étude, et puis un livret de communication qui sera également disponible. J'en profite pour vous dire que ce webinaire sera également disponible en replay, de même que la présentation. Donc voilà, vous aurez vraiment tout le package. Quelques mots sur les partenaires. Donc FIBOis Île-de-France et Normandie, on l'a dit, avec André Poiret qui a fait un travail remarquable et que je remercie. Les porteurs de projets, des opérations qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, avec, là vous le voyez, les aménageurs concernés, les promoteurs et les constructeurs, et puis les entreprises de construction bois, ainsi que nos partenaires avec qui on a échangé tout au long de cette étude lors de comités de pilotage, donc VNF et Aropaport, mais également la métropole du Grand Paris et les deux régions Normandie et Île-de-France. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier tout ce cercle d'acteurs pour leur investissement financier, leur investissement en temps, leurs conseils et les échanges qui nous ont permis de rendre cette expérimentation pertinente. Et puis, merci également à Sarah et Sophie qui nous ont permis de restituer ces éléments dans le livret que vous aurez à disposition dans les prochains jours et qui permet de traduire des choses parfois un peu complexes de la plus belle manière. Donc voilà, c'est important aussi pour donner envie de poursuivre sur cette voie du transport fluvial. Je laisse la parole à Clélia pour la suite de la présentation. Merci Anne-Sara et Olivia. Donc j'ai oublié de me présenter d'ailleurs, donc je suis Clélia Lenoble, chef de projet en deuxième transformation du bois chez FIBOis Île-de-France. Donc l'objectif de ProBois 2 de cette deuxième étude, donc il y a trois principaux objectifs, donc de structurer déjà la filière économique forêt-bois plus en local, donc en circuit de proximité, en s'appuyant sur la région Normandie et Île-de-France. Aussi d'encourager de nouveaux modes logistiques pour la construction bois, donc des modes qui seraient moins émissifs en carbone, donc comme va vous le présenter André par la suite. Et également de développer la voie fluviale. Donc c'était le but du projet entre la Normandie et l'Île-de-France, donc notamment pour décongestionner les axes routiers et par exemple améliorer la qualité de l'air. Il y a beaucoup d'autres avantages qui vous seront présentés par la suite. Hop, alors excusez-moi, il y a des personnes qui rentrent. Hop. Donc je vais laisser la parole à André Poiret du cabinet Actislog pour la présentation de son étude.
Ok, ben merci. Moi, je vais remercier parce que Olivia a fait le remerciement de tous les participants. Moi, je vais remercier surtout les équipes de FIBOA Île-de-France et Normandie qui m'ont suivi tout le long de cette opération. Et c'est vrai que bon, c'était un contexte un peu compliqué parfois, et donc chacun y a mis du sien. Et donc voilà, ça s'est super bien passé. C'était vachement sympa d'avoir tout le monde autour de la table de temps en temps pour faire les différents codecs et copies. Ok, Clélia, si vous pouvez avancer un petit peu, voilà. Donc les opérations, pour rappeler, c'était au départ certaines opérations qui étaient en proximité de l'Île-de-France et d'autres qui étaient relativement éloignées. Alors la plus éloignée en fait était dans les Hauts-de-France, hein, c'était la partie loft au départ du site ETEX à côté de Holchin. Holchin, c'est Valenciennes à peu près, hein. Et donc qui arrivait en voie fluviale avec 572 km, quelque chose comme ça. Il y a ensuite la plus éloignée, c'était Poulengue à Beuzeville, Cuillé qui est en proximité du port de Rouen, et puis Rubner qui est vraiment très proche de l'Île-de-France et notamment de l'île Saint-Denis. Et là, il y avait très peu de kilomètres. Voilà. Okay. Donc le premier chantier qui a démarré en fait, c'est le Wood Up qui a commencé aux alentours de mi-2022 et qui s'est étagé jusqu'à mars 2023, fin de mars 2023. Et donc ce chantier était particulier en fait. Ce sont des poteaux bois qui étaient montés au fur et à mesure sur l'immeuble. Et à partir du port de Tolbiac, c'est-à-dire à 600 mètres à peine de la partie construction, en fait, on déchargeait les poteaux bois, donc avec l'aide de différents acteurs. Donc, il y a eu, pour la partie approvisionnement, je vais dire, la partie fluviale principale qui était faite en connexion avec le transport de containers. On a utilisé un outil qui s'appelle une Fleximal, alors qui est un engin qui avait été dédié au transport de préfabriqués bois, on va dire, quelque part, lors du ProBois 1, et qui a été construit en 4 exemplaires, on va dire un peu prototype, hein, par la société Sogestran du Havre, qui est l'organisateur de transport en fait pour Wood Up depuis le départ. Sa filiale Blue Line Logistique, en fait, c'est le bateau plat que vous voyez à l'écran, là, c'est-à-dire le Zoulou, hein, qui lui a fait le trajet terminal entre Gennevilliers et le port de Tolbiac, qui est au pied du pont national, en fait, et qui permettait d'aller très rapidement sur le chantier, et surtout à la demande et en fonction des besoins au fur et à mesure de la construction. C'est-à-dire qu'il y avait 17 étages, et donc il y a eu un certain nombre d'envois. Il y a eu 14 envois au total, hein, qui ont été faits et qui ont été suivis par l'ensemble des acteurs, et qui a permis beaucoup de flexibilité à certains moments lorsqu'il y avait ou de l'avance ou du retard sur les chantiers, et qui permettait d'être toujours pile poil au moment où il fallait pour faire la livraison. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien apprécié par tous les acteurs de cette construction, aussi bien Poulengue, REI Habitat et les acteurs sur la zone, c'est-à-dire le grutier qui, lui, était prêt juste au moment où ça arrivait. Il n'y avait pas d'attente et tout ça, c'était vraiment bien rodé, bien huilé. Deuxième chantier, c'est le chantier e-loft. Alors j'en ai fait état qui partait de Holchin, là dans le Nord France. Donc là c'est un petit peu différent en fait. C'est arrivé sur le site de l'écoquartier du village des Athlètes à l'île Saint-Denis. Alors là c'est un dossier qui a été préparé très longtemps à l'avance.
parce que d'abord, il fallait trouver le matériel de transport fluvial adapté, sachant qu'on est sur des gabarits un petit peu particuliers, Canal du Nord, et qui doivent être lestés pour certaines parties. Donc ça a été le travail d'un de mes confrères qui s'appelle Stéphane Le Goër, de Le Goër Logistique, qui a préorganisé cette affaire-là avec ses compétences et connaissances. SCAT Fluvial qui a mis à disposition 3 bateaux pour faire le transfert de manière complètement, je vais dire, huilée aussi, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas trop de retard. Et puis, tout ça a été cadencé entre début décembre 2022 jusqu'à courant mars, on va dire, pour les dernières livraisons, courant mars 2023. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait en plein hiver. Et l'avantage, je vais dire, du transport fluvial dans ce cas-là, c'est qu'il n'y avait pas les inconvénients routiers. C'était pour certains modules des convois exceptionnels un peu particuliers, voire assez compliqués à amener par la route. Et donc, il aurait fallu les amener en mode démonté, on va dire, quelque part. Et donc ça s'est fait assez naturellement avec des bateaux, du fait que du mode exceptionnel, c'est pas exceptionnel en fluvial, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait de manière complètement simple. Et là, on est à 0 km, on va dire, routier. C'est-à-dire que 0 km au départ, on était directement baraqué sur l'ESCO. Et à l'arrivée, en fait, il y avait une grue qui avait été paramétrée et prévue pour décharger directement ces modules du bateau avec des aménagements qui avaient été mis en place par VNF. Sur cette zone-là, il y avait vraiment quelque chose qui avait été bien préparé à l'avance, de telle manière à ce qu'on puisse prendre directement des bateaux et mettre directement les modules. Attendez, excusez-moi. Voilà, bon, ça va le faire. Les impondérables du direct, excusez-moi, de temps en temps ça arrive. Et donc, oui, tout ça, ça avait été bien préparé, et ça a été vraiment cadencé, avec un bateau qui chargeait le lundi, un autre le mercredi, un autre le jeudi. Enfin voilà, ça s'est complètement, ça a fonctionné très facilement et c'était bien organisé, donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'était le deuxième chantier. Troisième chantier, en fait, c'était également destiné au village des athlètes, hein, l'écoquartier. Donc là, tout ça, c'était organisé à l'origine par Pichet et Legendre, hein, les deux chantiers. Et puis, l'entreprise Rubner, donc, qui se trouve à Rosny-sur-Seine, dans le 78, donc, avait la tâche d'amener, en fait, les façades pour un hôtel de 140 chambres et puis un local commercial. Donc ça, c'était des façades préfabriquées en bois. Et le Rosny est situé à 10 km à peine de Limay, port de Limay d'Aropa, hein, et qui permettait en fait, avec le manutentionnaire sur zone, hein, TMF Operating, de charger dans les bateaux de la SCAT, hein, SCAT Fluvial, qui avait mis à disposition aussi les bateaux pour cette opération-là. Alors il y a eu 3 tours, il y a eu 3 bateaux qui ont fait la distance. Très proche, hein, c'était 80 km route, 78 par la voie fluviale, et donc on était vraiment en proximité du chantier. Ça, c'est quelque chose qui avait été monté depuis les années 2021-2022, hein, pour vraiment amener cette organisation en place. Et puis, bon, en fait, c'était assez contraint à l'endroit où c'était déchargé. La grue servait également pour les modules e-loft en même temps, hein, c'était en parallèle. Et donc, les livraisons se sont faites en alternance entre les bateaux qui venaient de Holchin et ceux qui venaient de Limay, en fait. Et ça s'est plutôt bien organisé. Donc, il y a eu un déchargement un jeudi et puis 2 déchargements qui sont faits les samedis. Voilà, pour arriver à faire cette partie-là. Donc ça a été fait courant janvier.
courant janvier de cette année. Le chantier suivant, c'est en fait des chantiers en provenance de Seine-Maritime. Hein. Clélia, si vous pouvez avancer d'une page. Merci. Donc là, c'est en fait un chantier qui se trouve sur Nanterre, qui a été fourni par l'entreprise Puy et Frères hein, de Petit Couronne. Petit Couronne, c'est à 5 km, 5-6 km du port de Rouen, hein, du point de chargement. Utilisation de la Fleximale chargée directement chez eux sur le site sur une journée, quoi, à peu près. Et puis derrière, ça partait le lendemain ou le surlendemain en mode fluvial. Ça arrivait à Gennevilliers une journée ou 2 journées après. Et puis ensuite, en fait, c'était livré uniquement par voie routière parce que le site du chantier était vraiment, je vais dire, en proximité. Hein. C'est à peu près 7 km c'est pas par la voie, enfin, 7 km par la 80, oui, c'est la 84, je crois, qui amène directement jusqu'à Nanterre. Quoi. Donc ça, c'était pas mal organisé aussi. Il y a eu juste une petite contrainte qui a été, je vais dire, liée aux mouvements sociaux qui se sont produits courant du mois de février-mars, hein, liés à la réforme des retraites. Enfin, tout le monde l'a vécu. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu quand même un peu de problèmes techniques. Et en fait, quelques fleximales ont été livrés par la route. Mais bon, je vais dire, l'essentiel a été fait en mode fluvial et donc ça s'est fait de manière tout à fait correcte. Hein. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'on avait des réhausses, c'est-à-dire que au lieu d'être à, je vais dire, 4,20 m sur la route, on était aux alentours de 4,40 m, 4,50 m. Et de ce fait, la partie routière a été un petit peu plus compliquée parce qu'il y a certains endroits, on ne pouvait pas passer sous les ponts routiers. Donc, il a fallu un petit peu suivre les circuits convois exceptionnels, au moins pour l'aller, parce qu'au retour, les réhausses étaient enlevés et donc il n'y avait pas de souci. Donc ça, c'est des choses qui se sont faites. Et le dernier chantier, en fait, il est toujours en cours, celui-là. Les livraisons ont commencé à partir du mois de mai 2023. Au départ, l'idée, c'était d'aller décharger face à la Tour Eiffel, au port de la Bourdonnais. Enfin, voilà. Le seul souci, c'est que la sortie du port est à 4,10 m et à 4,50 m, ça passait pas. Donc, la seule solution qui a pu être mise en place, c'était d'aller à Bonneuil. Bonneuil-sur-Marne, qui est un deuxième port, je veux dire, container d'Aropa. Hein. Aropa, un port container important à Gennevilliers, proximité de Paris. Deuxième port encore très important qui est à Bonneuil-sur-Marne et qui permettait en fait de faire la liaison routière directe sur le chantier. Alors, limite, c'était plus simple au niveau routier, étant donné qu'on arrivait directement, je veux dire, par la 4 et un petit bout du périphérique hein, pour arriver sur le chantier qui se situe pas très loin du chantier Wood-Up, hein, au-dessus de la gare François Mitterrand, de la bibliothèque François Mitterrand. Voilà. Donc ça, c'était reprise par le bateau Zoulou, hein, directement amené à Bonneuil, et donc ça permettait de livrer dans les temps. Et puis un avantage quand même, c'est que du fait que c'est en mode container, eh bien il n'y a pas d'attente parce que c'est organisé et il n'y a pas d'attente au déchargement, attente qu'on peut avoir quand on fait une livraison avec un SMI, sachant qu'il peut être retardé ou arriver en avance et dans ce cadre-là, il y a de l'attente. Là, il n'y a pas d'attente, c'est prévu et c'est organisé. Dans les 3 heures, la Fleximale est vidée et peut repartir directement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien organisé aussi de ce côté-là. Donc, on va dire que techniquement, alors ça, c'est le slide suivant, hein, techniquement, il n'y a pas de problème, même s'il y a des retards ou qui peuvent impacter les postes de déchargement, etc. Mais tout le monde s'organise toujours pour essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est plutôt intéressant. Bon, les
les plannings qui changent ou qui sont non anticipés, alors ça, on l'a connu au départ du Boot Up. Bon, bah, ça a pu causer un petit décalage d'une journée de temps en temps, mais c'était vraiment, je vais dire, en accord avec tout le monde. Donc là, il n'y avait pas trop de soucis. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce genre d'opération, bah, il y a beaucoup d'intervenants, hein, étant donné que bah, il y a un transport routier au départ, il y a forcément du transport, je veux dire, de transport fluvial, mais il y a un manutentionnaire au départ, un manutentionnaire à l'arrivée, il faut remettre sur un camion ou sur un autre bateau. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'intervenants dans la chaîne, mais globalement, on peut dire qu'il y a eu une bonne communication entre tous les acteurs de la chaîne logistique, pas mal d'anticipation des opérations, et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir et avoir en tête, c'est qu'il faut anticiper les opérations pour éviter justement tous les problèmes de retard ou d'avance, etc. Et puis, surtout, mettre en place au bon endroit les moyens qui sont nécessaires. Bon, une fois que le planning est maîtrisé, que l'anticipation est là, qu'il y a la réactivité des opérateurs, tout ça se passe très bien. Et puis, il y a la flexibilité du stock flottant qu'on n'a pas à partir du moment où on est sur un camion. Si jamais le chantier dit non, vous me livrez aujourd'hui, ah ben non, finalement, ce sera demain, après-demain ou dans 8 jours, à partir de ce moment-là, quand c'est chargé sur une remorque, qu'est-ce qu'on en fait? Le transporteur, il va la mettre dans sa cour, il va compter des frais d'immobilisation, enfin, etc. Alors que là, on est sur un bateau, il y a des possibilités, je vais dire, de stockage qui sont mises en place par les opérateurs de manutention, hein, quelque part, et ça permet aussi de pouvoir avoir de la flexibilité avec le matériel qui est en proximité des chantiers, qui n'est pas, je vais dire, à 150 ou 200 km, qui est vraiment à une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres du chantier. Et donc, si jamais il y a une urgence, eh ben, il y a toujours la solution, je vais dire, du dernier kilomètre fait en mode routier. On n'est pas perdu. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une des choses qu'il faut reconnaître, c'est que on est à l'heure et ça se passe plutôt bien. Et donc, on va dire que techniquement, c'est validé. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, au niveau économique, alors, il y a certains chantiers, c'était un peu compliqué pour avoir une économie palpable parce qu'on était vraiment en proximité des lieux de chargement où on était sur des endroits un peu compliqués. Olchin était un endroit compliqué, on va dire, quand on regarde au niveau du transport. Bon, l'économie dans ce cadre-là, elle n'est pas complètement validée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une aide de VNF, il y a une aide de VNF qui est appuyée par la région Île-de-France ou si c'est en Normandie, par la région Normandie. Et ça permet de valider ce qu'on appelle le volet B du PARM, qui permet des essais de 10 expéditions sur 6 mois jusqu'à concurrence de 100 000 euros de delta entre le mode routier et le mode report modal. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui aide sur ce genre de projet, mais il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment du one shot, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut être une aide permanente de la part des voies navigables ou des régions pour faire un trajet systématique. Donc quelque part, ce qu'il faut trouver, c'est comment faire une économie, je vais dire, d'échelle sur le moyen terme, d'anticiper des expéditions et puis mutualiser. Il faut trouver des moyens de mutualisation. Alors, pas forcément tous avec des produits bois, ça peut être avec d'autres produits du bâtiment, ça peut être avec d'autres produits qui sont, je vais dire, qui laissent de la place dans les cales pour mettre des produits bois avec d'autres produits. À partir du moment où il n'y a pas d'interférence entre l'un et l'autre. Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées, qui sont réfléchies. Et aujourd'hui, bon, on en est un petit peu au point de départ, mais il y a des possibilités dans le futur qui vont naître. J'en ai
fait état dans mon rapport d'ailleurs, en citant des exemples de choses qui sont en train d'avancer de ce côté-là. Alors, par contre, le bilan économique, il a permis d'évaluer quand même les différences et puis les points sur lesquels il faudra vraiment mettre l'accent pour se rapprocher en fait du niveau du coût du tout-route actuel. Bon, c'est vrai que bon, on a les coûts des manutentions, on a les ruptures de charge. Bon, on est quand même sur des zones, je veux dire, de proximité. À partir du moment où on est à 150 km, on n'est pas sur une distance, on va dire, très importante. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que plus on va l'utiliser, plus on arrivera à optimiser et moins ça coûtera pour l'ensemble des acteurs qui voudront faire du transport fluvial. Et on arrivera à terme, et ça j'en suis absolument persuadé, de se rapprocher du niveau du coût du tout-route, sachant qu'on va vers des restrictions de circulation en Ile-de-France pour certains types de tracteurs, enfin, etc. à terme. Et il est certain que l'option fluviale sera à un moment économiquement équivalente au transport routier. Alors, le PARM 2023-2027 vient d'être validé pour VNF. Donc, l'idée, c'est la même, c'est de créer de nouvelles liaisons ou d'augmenter le transport fluvial. Donc, il y avait 1 million de financements qui ont été consacrés pour les 5 années de la mise en œuvre avec l'appui des régions et des territoires. Et puis, il y a un nouveau volet qui s'appelle B', qui est pour l'expérimentation de la distribution urbaine. Alors là, on est sur 100% des coûts engendrés pour la phase des 6 premiers mois et 50% des surcoûts dans les 6 mois, plafonnés à 200 000 € par projet. Donc là, il y a une aide complémentaire, en fait, qui permet de développer un petit peu l'intramuros, quelque part. Et c'est le but du fluvial aujourd'hui. Le fluvial rentre dans les villes sans de pollution, on va dire, accentuée, et ça permet, enfin c'est un peu, c'est décarboné d'ailleurs, et ça permet d'avancer vers quelque chose de plus cohérent avec la vie urbaine, on va dire, quelque part. Donc ça, c'est des nouveautés, donc ça vient de sortir. Clélia, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est au niveau bilan carbone, il est meilleur que par la route. Je veux dire, quand on mutualise. Alors, la mutualisation avec les lignes régulières de conteneurs, là, il n'y a pas photo. On a vraiment un bilan carbone qui est meilleur que par la route. Et vous verrez à la fin le pourcentage, il est quand même assez conséquent. Et puis, sur les courtes distances, là, on est sur un bilan carbone moins parlant. Mais le différentiel est peu important, notamment pour Rubner, parce que les manutentions sont faites en mode électrique. Et le mode électrique était une des actions les moins carbonées. Donc, ça a permis quand même d'être avec un bilan carbone qui était quasiment similaire entre le transport fluvial et le transport routier. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et puis, les économies carbone qui ont été accélérées en fait ou réalisées, c'était en laissant du matériel sur place à Gennevilliers plutôt que de transférer la Fleximale, retourner, faire un aller-retour Gennevilliers, Tolbiac, Gennevilliers, sachant que le bateau, lui, il était basé à Bonneuil-sur-Marne. Donc ça, on a, avec notamment sur le Good Up, en mettant les poteaux directement sur le bateau au lieu de transférer la Fleximale, ça a permis de faire évoluer et d'amener sur quelque chose de plus cohérent, puis surtout d'amener un retour plus rapide du matériel de transport sur Rouen, parce qu'il y avait un besoin derrière d'utilisation de ce matériel, et c'était quelque chose. Après, sur les modules, là, le bilan carbone est mitigé parce qu'en fait, on est sur du transport de faible masse volumineuse.
qui sont en aller plein, retour vide. Alors 572 km aller, retour, ça commence à faire pas mal de consommation gazole sur les bateaux, qui ne sont pas des bateaux, on va dire, de nouvelle génération. Même si certains ont changé leur moteur assez récemment, enfin, etc. On n'est pas sur du super, enfin, je veux dire, super propre, hein, quelque part. Donc, le bilan carbone est un peu plus mitigé du fait de la distance et puis du fait que les bateaux voyageaient, je veux dire, tout le temps chargés avec des granulats qui lui faisaient le lest pour pouvoir passer sous les ponts, avec le fait que les modules n'étaient pas très très lourds au global pour ce genre de transport. On était avec, je veux dire, des modules qui étaient à l'intérieur, qui étaient vides. Donc forcément, c'était pas le meilleur. Mais il y avait un autre avantage, c'était d'éviter toute je veux dire, le mode de circulation sur l'île Saint-Denis, à l'endroit où justement il y avait l'arrivée de la nouvelle passerelle, etc., restriction de circulation, enfin, etc. C'était une bonne solution, on va dire, quelque part, parce que ça a évité un certain nombre de problèmes sur cette zone-là, et notamment pour les transports de modules, on va dire, qui étaient en mode convoi exceptionnel lourd, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, le point d'attention principal pour moi, c'est penser mode fluvial quand il y a l'accès à la voie d'eau à proximité d'un chantier. Ça, c'est, je veux dire, il faut arriver à développer un réflexe auprès des maîtres d'ouvrage, des architectes, sociétés d'études, projets et aménageurs. C'est eux qui sont à l'origine des projets. Si la voie d'eau n'est pas très loin, il faut penser à dire, bon, ah oui, on regarde le fluvial. Peut-être que ça marchera pas. Mais quelque part, c'est quelque chose qui doit être amené, je vais dire, de manière technique, hein, à l'origine. C'est ce qu'a fait Piché-Legendre avec un peu de pression de la part des collectivités territoriales. Hein. Mais voilà, l'île Saint-Denis, c'était un laboratoire, on va dire, quelque part, qui a permis justement de valider que c'est techniquement possible. Ça aide, je veux dire, au fonctionnement, à la mise en œuvre, enfin, etc. Parce que les modules arrivant tout près, ils étaient mis en œuvre très rapidement sur l'immeuble, et il n'y avait pas de, je veux dire, de travaux supplémentaires à part des raccordements, des choses comme ça. Donc ça, c'était quelque chose qui a été, je veux dire, assez pris en compte dès le départ. Et ça a été pris, je veux dire, quand nous, on avait fait l'étude avec Stéphane Le Goer, on l'a fait ensemble, on a travaillé ce dossier-là vraiment en anticipation, quoi. Parce qu'il y avait la sortie des déblais, il y avait l'amenée des granulats, il y avait l'amenée de poutres en béton, enfin, il y avait un certain nombre de choses, et en complément, il y avait toute la partie transport de construction bois. Et ça, ça rentrait dans le schéma directeur. C'était intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que VNF et Ernst Young, il y a quelques mois, ont fait un guide pratique justement des achats publics, justement en mettant d'intégrer le maillon fluvial dans la logistique des appels d'offres sur les grands chantiers publics, par exemple. Et je pense que même les chantiers privés peuvent s'inspirer de ce guide de bonne pratique, parce que ça permet, je vais dire, d'avoir les clés pour déjà attaquer du bon côté, du bon sens, cette partie intermodalité. Alors, pour être clair, il y a une forte réduction des externalités négatives quand on utilise le transport fluvial. Déjà, on réduit la congestion routière, hein, qui est coûteuse en temps. Enfin bon, tous ceux qui vont sur Paris tous les jours ou de temps en temps, qui sont bloqués dans les embouteillages pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin, etc. Ça, ils savent bien de quoi on veut parler. L'insécurité. Alors, des accidents sur la voie fluviale, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein, donc, on n'est pas sur la même chose.
Pollution atmosphérique, il faut voir que pour VNF, hein, le transport fluvial, c'est pour les gros convois, c'est 5 fois moins de CO2 que le transport routier par tonne transportée. Donc on est quand même sur un flux qui est nettement moins polluant que de faire du routier pur et dur. La nuisance sonore, bon, transport fluvial, vous entendez pas passer, c'est pas d'abord à la vitesse où ça passe, il n'y a pas trop de soucis, hein. Et puis, vous n'avez pas de consommation d'espace, contrairement à la route. Je veux dire, on est sur du naturel. La Seine, c'est d'autoroutes naturelles. Ses affluents, c'est la même chose, qui sont navigables, l'Oise, la Marne, la Lyonne. Enfin voilà, je veux dire, c'est naturel. Il n'y a pas de travaux particuliers pour faire circuler du transport fluvial, à part un peu de dragage de temps à autre. Voilà, il n'y a pas d'artificialisation de sol. Et puis, les ports, ils sont déjà conçus, ils sont déjà existants. Et il y a un réseau de ports très, très important. Je l'ai mis dans mon rapport. J'ai fait une annexe avec tous les endroits possibles d'utilisation le long de la Seine, on va dire de l'amont, on va dire Nogent-sur-Seine jusqu'au Havre, et avec également les affluents, l'Oise, la Marne et Lyon. Donc ça, c'est quelque chose. Il y a des possibilités. Alors, parfois méconnues, forcément. Et je pense que c'est intéressant de se pencher sur cette partie-là, parce que on détruit rien. On est déjà sur quelque chose d'existant, et ça permet de circuler facilement. Alors, VNF a mis en une synthèse des coûts externes. Alors bon, ça c'est une référence, on va dire, quelque part, mais on voit bien qu'avec le fleuve, on a l'accidentologie 0,03% contre un 27 par la route. La pollution atmosphérique, c'est nettement moins. Enfin voilà, quand on est dans de l'urbain, donc là, il n'y a vraiment pas de souci. Les effets amont, alors ce qu'on appelle les externalités produites par l'usage d'infrastructures, enfin, etc., distribution d'énergie et autres, on est nettement moins, de la moitié. Et puis, l'effet de serre, c'est bien vérifié, il n'y a pas de souci. Pas de congestion, pas de nuisance sonore. Donc, au global, entre à peu près 18 ou 15, 18 en urbain et 15, on est à 5 et quelques. Donc, voilà. C'est un transport, le fluvial, qui est un transport, on va dire, très propre comparé à d'autres transports. Et puis, il y a le ferroviaire, mais le ferroviaire, pour aller en intramuros, c'est pas une solution. Donc, le fluvial rentre vraiment sans impact en intramuros, sans aucun souci. Alors, transport exceptionnel, bon, je l'ai évoqué déjà, mais il y a des atouts indéniables. C'est simple, vous n'avez pas de démarche administrative, hormis pour l'approche, je vais dire, de votre point de chargement jusqu'au point d'embarquement, hein, ou pour la livraison finale, mais ce sont des démarches locales, on va dire, plutôt que d'avoir des multi-démarches quand vous êtes sur du convoi exceptionnel. La fiabilité, on l'a déjà fait état. L'écologie, on vient d'en faire état. Bon, l'économique, ça permet de stocker en même temps des grandes quantités de marchandises. Donc, c'est la fonction du stock flottant que j'ai déjà évoqué précédemment. À partir du moment où on utilise le mode transport fluvial pour transporter et en complément d'avoir un stock flottant, ça permet de ramener une économie différente. Vous n'avez plus les frais de stockage chez vous. Les frais, ils sont compris dans votre prix de transport entre chez vous et l'arrivée de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on peut transporter tout type de marchandises hors gabarit. Alors, on a tous les exemples, hein. Il y a des pièces en bois de grande dimension, des modules préfabriqués, il y a le matériel pour les centrales électriques, les tunneliers, enfin, des éléments d'Ariane, d'Airbus, etc., des matériaux de transport de travaux publics, enfin bon, voilà, des gros trucs. Il y a des colonnes d'air liquide qui voyageaient par ce mode-là. Il y a des tourets de câbles de grosses dimensions qui passent en mode transport fluvial. C'est quelque chose, je vais dire, d'assez courant
et qui permettent d'éviter tous ces problèmes je veux dire, de camions de transport exceptionnels avec voitures et autres, et qui posent de temps en temps souci. Après, bon, il y a peu de pales d'éoliennes, c'est bien dommage parce que, à mon avis, ça devrait aider un peu aussi de ce côté-là. On avance. Alors, juste pour faire une espèce de synthèse du bilan économico-environnemental, bon, pour le Wood Up, au départ, on était avec un surcoût économique entre 45% par rapport à du routier, tout routier. Ça tend à aller vers du 15% à l'arrivée. Et puis, le bilan carbone, il est de moins 30%. Donc, il y a quand même, je vais dire, une économie carbone conséquente. Pour Iloft, là, bon, c'est un peu plus compliqué, c'était loin. Le bilan carbone, il peut varier entre moins 13 et plus 30 selon le mode d'acheminement, si on utilise un camion par module ou on met 2 modules par camion. Enfin voilà, on est pas facile d'imaginer comment ça aurait pu être transporté par la route, vu que il n'y en a pas eu beaucoup. Par contre, au niveau surcoût économique, on est à 70%. Mais là, c'est lié vraiment à l'endroit où ça se situait. Mais par contre, il y a une économie sur tout ce qui est externalité négative. Enfin voilà, quoi, je veux dire, voilà. Rubner, c'est différent parce que là, en fait, on prenait un camion qui coûtait la même chose que si on était allé livrer à l'île Saint-Denis. Donc forcément, avec tout ce qui s'est produit entre deux, il y a eu un surcoût économique conséquent. La motte Nanterre, ben là, on est avec 45% d'économie carbone. Donc là, on est vraiment sur de la bonne économie carbone. Par contre, il y a le surcoût économique. Alors là, on est à 45% de surcoût économique. Pour le Paris 13, donc la CEMAPA, la partie Université Chicago, là, qui est en cours, le bilan carbone, il est de moins 35%. Alors les 5%, ils sont gagnés essentiellement sur la proximité de Cuillé Frères, en fait, du port de Rouen. Hein. Et puis, l'économie, le surcoût, il est passé de 45 vers 15% à peu près sur cette partie-là. Donc, on peut dire quelque part que le bilan global, il est plutôt positif, hein, on va dire, hein, si on met à part toute la partie économique, mais qui est quand même aidé, je veux dire, par l'aide du PARM, hein, donc de VNF. Donc, bon, quelque part, on était sur de l'expérimental, ça pouvait se concevoir. Et puis, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de 300 km routiers, on va dire, quelque part, le transport fluvial s'approche, en fait, du coût du tout routier. Mais on est quand même Normandie-Paris, on est par la route entre 150 et voilà, 150, 170 km. On n'est pas non plus dans le créneau des 300 km. Voilà, c'est tout. Voilà pour moi. Bon, la conclusion, allez, ponctualité, on peut dire que la voie fluviale, il n'y a pas de souci. Flexibilité, ça a été prouvé. Il y a des franchises de stockage de 5 à 8 jours. Et puis également, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un repas, par exemple, met dans sa partie, je vais dire, commerciale, hein, à disposition des points d'utilisation pour mettre éventuellement des chantiers avancés ou travailler sur des choses particulières, et puis en parallèle amène des ristournes en fait sur cette partie-là. Et donc à partir du moment où on utilise du fluvial, le stock flottant ou le besoin scinder des lots ou éventuellement faire du chantier de préfabrication en proximité des chantiers, tout ça, ça peut se concevoir sur une organisation globale. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut se faire. Et puis le hors-gabarit, on a eu l'exemple qui a été bien montré, qui a été les charpentes de Notre-Dame de Paris. Alors là, je vais dire, c'était assez exceptionnel. Ça venait pas de loin, mais c'était, je vais dire, prouver que voilà, l'exceptionnel, c'est pas exceptionnel en fluvial, quoi. Voilà.
hein, alors que ça rentrait pas sur l'île Saint-Denis, sur l'île de la Cité de manière directe. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Il y a eu les dômes Massillon aussi qui ont été remis juste à côté en profitant du chantier d'ailleurs de la même manière. Et puis il y a eu d'autres exemples. Je cite dans mon rapport, il y a eu le chronomètre Oméga au pied de la Tour Eiffel là, pour faire le décompte du futur des futurs JO 2024. Voilà, voilà. Bon, massification, oui, bon, ça, mutualisation, on en a parlé. Maîtrise logistique, ça, c'est quelque chose. Alors, il y a une chose qu'il faut arriver à faire évoluer, c'est de la part des acteurs, c'est d'évoluer vers des ventes qui se font en franco-destination et leurs achats en départ fournisseurs de telle manière à ce qu'ils puissent bénéficier de la plus-value du transport. C'est ce que font beaucoup les Allemands, les pays du Nord, enfin, de la Scandinavie et autres, qui leur permet, et on le voit d'ailleurs en Allemagne, hein, avec tous les gros acteurs logistiques. Hein, pourquoi ils sont allemands? Parce que justement, c'est les acteurs acheteurs ou vendeurs qui ont la main sur leur logistique et qui ont développé en fait un réseau à leur disposition. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels il y a un travail à faire parce qu'en France, on a tendance à acheter des par usines hein, et à vendre arriver chez le fournisseur, chez le client. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer. Après, le développement et solutions combinées, bon, ça, je l'ai évoqué, mais il y a du bois, des granulats de bois, des bois de construction, du bois énergie, enfin, etc. Il y a des choses qui peuvent aussi se marier ou travailler ensemble de telle manière à faire je vais dire, de la mutualisation et puis surtout de la massification. Parce que le transport fluvial, c'est un transport de massification. Si on le fait de manière individuelle, forcément, on sera toujours sur du surcoût. Il faut absolument arriver à travailler cette partie massification et mutualisation. Et puis, le transport bois énergie, ça c'est en cours. Hein. Vous avez un dossier là-dessus au niveau Fibois hein, pour la partie approvisionnement de plaquettes qui viendrait des sites forestiers jusqu'aux chaufferies qui sont en proximité du port de Gennevilliers. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Le transport fluvial de bois, il bosse, il n'y a pas de souci. Techniquement, il n'y a pas de souci. Carbone, on va dire que c'est propre. Hein. Et puis voilà, la pichenette, c'est maintenant le décideur qui lui va mettre ça dans sa partie réflexe de dire bon la voie d'eau elle est à 30, 40, 50 km. On regarde quand même s'il n'y a pas un moyen de massifier, de passer par cette voie-là. Voilà. Et c'est tout pour moi. Ah oui, ça c'est du trombinol. Mon associé, il est au bout là. Il va être content, il va avoir sa trombine. Merci beaucoup André pour votre présentation. Et donc s'il y a des questions, on a prévu un temps d'échange à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas par la suite. Et donc je vais laisser la parole à Amélie Cuillet pour son témoignage sur le transport fluvial. Bonjour à tous. Je remercie effectivement aussi les équipes du projet ProBois 1 et ProBois 2 parce que effectivement c'est aussi leur dynamisme et leur entrain qui nous maintient dans la démarche. C'est vrai que c'est un travail au final qui s'ajoute un petit peu à celui du constructeur bois. Mais moi, c'est un témoignage très positif hein, par rapport au transport fluvial. J'irai confirme quasiment tous les points qui ont été évoqués dans la présentation de ces résultats. C'est intéressant aussi pour nous de nous inclure dans un ensemble et de savoir voilà, quels étaient les points favorables économiquement et écologiquement de telle ou telle opération. C'est vrai que notre situation proche de l'eau
Et je redis souvent qu'on avait un peu oublié, c'est vrai que le Probois 1 nous a permis, enfin, là encore, on rentrait dans un appel à manifestation d'intérêt, et on a réfléchi à tout ça et on s'est dit qu'on était le bon acteur au bon endroit pour essayer tout ça. Je vais dans le sens aussi il n'y a pas que la Seine, puisqu'on a aussi, dans la première expérience, envoyé des charpentes plus haut du côté de l'Oise. Donc oui, il ne faut pas se réduire qu'à ça. Après, il y a des contraintes importantes de passage qui demandent à avoir plus de soutien, notamment de VNF, sur les possibilités de faire ou pas faire. Nous, c'est une démarche qu'on a pris maintenant systématiquement. Dès qu'on est en capacité de décrocher une opération, on regarde très vite où elle se situe sur la carte et dans quels moyens, dans quelles conditions cela pourrait être associé à du transport fluvial. Je vais un peu dans tous les sens, mais c'est ce que je retiens par rapport à ce qui a été dit auparavant. Moi, j'ai une ou deux choses complémentaires. Je pense qu'effectivement, ça fait un moment que je le dis, il faut plus démarcher les maîtres d'ouvrage, parce qu'effectivement, ils sont favorables à cette démarche, mais on est un peu isolé dans cette démarche. C'est-à-dire, voilà, bon, ben, c'est quelque chose que nous proposons. Je pense que ça serait plus intéressant à ce que ça soit une volonté du maître d'ouvrage et qu'il aide les entreprises qui sont en situation proche du fleuve de faire ce transport. Ça, c'est mon premier point, donc y compris par rapport peut-être aux aides de VNF. C'est un moment, je pense qu'il faut, j'allais dire, un PARM pour le client qui développerait plus de transport fluvial, parce que lui, en plus, il a plusieurs opérations, donc il pourrait être un maillon dans la mutualisation, alors que nous, on intervient chacun de notre côté. Le deuxième point, c'est peut-être par rapport au bilan. Alors, j'en ai pas discuté. Il faut aussi prendre en compte, alors on a vu qu'il y avait la limite des hauteurs. C'est vrai que ça aussi, donc c'est un apprentissage à avoir, notamment avec les architectes. Nous, au bureau d'études, forcément d'intégrer assez tôt des calpinages de panneaux qui permettent de minimiser la hauteur utile au sein de la Fleximale. C'est vraiment dommage, effectivement, dans l'opération de Paris-Bercy qu'on n'ait pas pu livrer plus près du chantier, soit à la Bourbonnais, soit directement sur les quais, qui étaient vraiment tout à côté. Et c'est là où on en revient sur la problématique du levage à disposition. S'il y avait eu un moyen de levage suffisant sur les quais au pied de l'opération, effectivement, nous aurions pu débarquer les panneaux avec la Fleximale vraiment à même pas du coup 500 mètres du chantier. C'était encore plus cohérent par rapport aux externalités négatives. Peut-être pas économiquement, mais enfin pas écologiquement, mais en tout cas sur tous les autres rapports de vraiment limiter le transport routier dans Paris. Donc ça, c'est un point qui, là aussi, par le développement du fluvial, à la fois dans la construction, mais aussi, bien évidemment, dans tous les autres matériaux ou usages, avoir plus de points dans Paris avec des moyens de levage importants, à quai, pour ne pas avoir à les financer à chaque opération, ça permettra d'augmenter le nombre de chantiers qui seraient desservis directement par le fluvial. Et puis donc le deuxième point à prendre en compte dans le bilan, c'est aussi, je pense qu'il faut un moment dans nos métiers, le travail qui a été fait là, il doit être ramené, je dirais, au mètre carré de façade, en fait. Parce que dans une Fleximale, on peut mettre 100 mètres carrés, mais on peut en mettre 250 ou encore un petit peu plus. Donc forcément, on ramène ce bilan carbone et ce bilan économique à un mètre carré d'ossature. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que le bilan est encore plus favorable, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait calculé sur le dernier projet, hein, celui des façades en R+9, ça s'est étalé dans le temps. Je ne reviens pas sur tous les points très positifs de logistique. Pour nous, en fait, qui gérons la logistique routière avec nos camions, notre planning, nos chauffeurs, c'est vrai que le transport fluvial avec une externalisation du transport routier complémentaire par les équipes de Sogestran, ben, c'est une simplicité pour nous, c'est
une forme de sérénité, puisqu'on vient chercher notre Fleximal, on la charge dans nos ateliers, et une fois qu'elle est partie, elle est prise en charge jusqu'à livraison. C'est vrai qu'il y a possibilité de donner quelques informations pour adapter le jour de livraison sur le chantier, ou quasiment l'heure de livraison sur le chantier. Donc, c'est vraiment des points très favorables pour nous. Donc oui, dans l'opération de Bercy, nous avions des panneaux qui, pour le coup, alors en hauteur, on n'avait pas pu faire grand-chose, mais ont été bien calpinés, ce qui nous a permis de remplacer 30 camions par 16 Fleximal. Parce que dans une Flexival, c'est plus long qu'un camion, et donc on pouvait mettre 2 panneaux l'un derrière l'autre, ce qu'on n'aurait pas pu faire en transport routier. Donc, il y a le nombre, mais il y a aussi la quantité. Je reviens sur la quantité de mètres carrés, comment dire, transportés sur le bilan de l'opération. Je pense que ça, c'est peut-être à rajouter dans ce panorama. Oui, ce qui a été vu aussi tout à l'heure, l'ouverture du canal Seine-Nord Europe. Alors, c'est effectivement pas demain, mais ça donnera d'autres potentialités, y compris sur nos fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui partent de Normandie pour Paris, mais elles pourraient aussi arriver, être transformées dans nos ateliers, arriver par le fleuve, être transformées dans les ateliers Manubois, nous, Poulengue, enfin voilà, sur cette route, et réenvoyer ensuite vers Paris. Voilà globalement ce que je voulais dire, l'avantage logistique, l'aide au maître d'ouvrage à imaginer, un bilan carbone que je pense est un tout petit peu plus favorable que ce qui est annoncé sur une opération en tout cas. Voilà, moi j'ai majoritairement des points positifs. Alors sur les points économiques, là aussi, je me dis qu'il faut le ramener au prix du mètre carré et au prix des opérations. C'est vrai qu'on se bat tous les jours pour être retenu avec des différences de prix entre les uns et les autres qui sont parfois pas si conséquentes que ça. Et voilà, je pense qu'il faut arriver à le vendre au maître d'ouvrage, qui est un surcoût, c'est certain, mais c'est pas non plus la même chose qui est proposée. Donc, je pense que le débat, il se situe pas uniquement sur le prix. Voilà, globalement, je ne sais pas si vous aurez des questions, mais pour nos équipes aussi, ce que je voulais dire, c'est que de la première opération, hein, qui était très différente parce qu'il n'y avait pas la Fleximal, vraiment, on a été l'entreprise qui a expérimenté le premier transport de bois sur l'eau depuis je ne sais combien d'années, et on a transporté des triangles, hein, de la charpente traditionnelle. Alors, on a vite vu les limites parce qu'il n'y avait pas la Fleximal, et c'est ça qui nous a amené à participer avec Sogestran à la création de ce contenant. C'est effectivement de pouvoir bénéficier systématiquement des voies régulières, enfin des transports réguliers. Donc à chaque fois, nous, la Fleximal, elle monte dans le transport régulier qui va du Havre à Paris, alors que dans la première expérimentation, c'était un bateau entre guillemets que pour nous. Donc ça a été vu, c'est vraiment pas comme ça que ça doit fonctionner, mais ça nous permettait d'apprendre. Mais en même temps, dès le départ, on a vu que dès lors qu'on maîtrisait les logistiques chantiers, dès lors qu'on maîtrisait les logistiques routières, il n'y avait aucune difficulté complémentaire à gérer la logistique fluviale. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, s'il y a des questions par la suite, vous pourrez les poser dans le chat, et aussi je peux ouvrir votre micro si vous voulez les poser directement. Donc, on avait une petite vidéo de Rubner sur le visage des athlètes que je vous laisserai regarder par la suite, puisque si on veut avoir le temps pour les questions, ce sera peut-être mieux. La présentation vous sera envoyée en tous les cas à la suite du webinaire. Donc quelques idées reçues rapidement sur le transport fluvial. Alors comme André a pu le dire, hein, c'est un rappel, donc une idée reçue, il n'y a principalement que la voie routière pour se rendre à la capitale. Alors ce qui est faux, finalement la Seine et ses affluents pourraient accueillir sans problème 4 fois plus de trafic sans congestion, sans la congestion que le routier pourrait donner. La route est la meilleure solution de transport. Alors,
oui, si pour acheminer au départ vers le port le plus proche, et aussi donc pour les derniers mètres à l'arrivée. Donc voilà. Et donc le fluvial et l'intermodalité sont compliqués à mettre en œuvre. Alors c'est vrai, mais c'est pas le cas si c'est vraiment anticipé en amont, et si on organise avec les bons interlocuteurs. Normalement, il n'y a pas de problème et ça se fait tout simplement. Voilà, donc c'était les derniers mots pour ce webinaire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la conversation ou à demander à prendre la parole. Alors, tac. Alors, je vois que Bertrand Neveu de VNF donc, a une question. Alors, je vais vous ouvrir le chat. Hop, alors, j'espère que vous allez pouvoir. Hop. Est-ce que. Normalement, je vous ai autorisé le micro, vous avez juste à l'activer. Ouais, je pense que c'est bon là. Parfait. Oui, c'est bon. Bonjour à tous et merci beaucoup pour ces présentations qui mettent en valeur donc, le transport d'éléments bois sur l'axe Seine aujourd'hui principalement, bien qu'il y ait eu le sujet Iloft dans le Nord. Moi, ce n'est pas tellement des questions parce qu'on travaille finalement au quotidien avec les différents partenaires qui ont présenté, hein, Amélie Cuillet, André Poiré, Fibois, les régions, etc. C'est-à-dire que nous, on y croit beaucoup, effectivement. On pense vraiment qu'il y a des possibilités de développement et que finalement, le bois va attirer aussi d'autres matériaux, en fait, hein. C'est aussi ça l'enjeu côté fluvial, c'est de donner envie d'aller un peu plus loin. Alors, je sors un peu du contexte, hein, puisque là, c'est plutôt un sujet bois, mais vous dire qu'il faut parfois un peu d'exemplarité pour lancer d'autres sujets. Voilà, les poutrelles, le béton, les dalles béton, il y a pas mal de choses, les tuiles, les enduits, les isolants, etc. Pour les JO, par exemple, il y a énormément de choses qui ont été faites et c'est finalement le bois qui a amorcé la pompe. Voilà. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour le fluvial, c'est qu'on revient à des choses qui ont existé, qui ont disparu et qui reviennent au bout du jour. Parce que finalement, ce que l'on fait, hein, Notre-Dame, tous les exemples dont on a parlé là, ont existé en fait, hein. Donc on réinvente un peu le passé et c'est assez étonnant finalement de s'apercevoir que la France redécouvre son réseau fluvial et tout l'intérêt qu'il peut avoir, notamment en termes écologiques et économiques à terme. Voilà, c'était plutôt en réaction, vous dire effectivement que le PARM est un outil pour accompagner les entreprises. Donc, il a été présenté par André. C'est un dispositif qu'on fait évoluer plutôt dans le bon sens tous les 5 ans, parce que c'est un régime notifié à la Commission européenne. L'Île-de-France y participe également activement. Ça, c'est important de le savoir, hein, que les collectivités de plus en plus participent à l'accompagnement au report modal. Vous voyez un message de l'EPAMSA dans l'espace de discussion. L'EPAMSA s'y intéresse beaucoup, d'autres EPA. Enfin, on revient à ce que disaient Amélie Cuillet et André, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher la maîtrise d'ouvrage, le point de départ, en fait, et que ce soit pas nécessairement le fournisseur qui porte le sujet, parce que c'est vrai que c'est pas très évident et ça favorise pas forcément la mutualisation, du coup. Voilà, je vais pas m'étendre plus que ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces présentations. Merci. Alors, donc, nous avions une question dans le chat. Donc, je ne sais pas, André, si vous avez vu cette question ou si vous voulez que je la relise. Une question de David Berthet. Peut-être vous voulez la poser en direct, je ne sais pas. Est-ce que André m'entend? Oui, c'est bon, c'est parce Ah que oui, j'ai coupé ok. mon micro. Ah, d'accord, pas de Euh, souci. non, mais j'ai pas vu de. Alors, David, qu'est-ce qu'il met? Bonjour, merci beaucoup. Pour le coup, vous dites que la compétitivité peut arriver. Euh, Alors, je peux donner la parole si vous voulez, David, reformuler votre question si vous souhaitez.
Oui, bonjour, Bonjour. merci beaucoup pour les présentations. Pour information, moi je travaille chez Sistra qui est un cabinet d'études en mobilité. Enfin, moi je travaille sur des sujets de logistique et on intervient actuellement pour l'Eurométropole de Strasbourg et Voies navigables de France sur le sujet de la construction d'un chantier à Citadelle, tout proche de la voie d'eau, tout proche du port, enfin même bord à voie d'eau, tout proche du port de Strasbourg. Et on étudie pour l'Eurométropole de Strasbourg, en phase très amont, les entreprises susceptibles de transporter des matériaux dans le cadre de ce chantier, notamment du bois, parce que les bâtiments vont être beaucoup construits en bois également sur ce projet urbain-là. Donc, on diagnostique les entreprises qui sont susceptibles de transporter et surtout, bah, on fait évidemment en amont, on regarde un peu la compétitivité économique et environnementale du fluvial. D'où mes 3 questions. J'entends, Monsieur Poiret, vous estimez qu'aujourd'hui, bah, il y a un surcoût économique. Vous dites que le fluvial est forcément plus rentable sur de la longue distance. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à se dire que le chantier est bord à voie d'eau et que du coup le flux aval est directement au chantier et pas repris par un camion. Le flux routier, pardon, ouais, enfin le flux routier, enfin le dernier maillon est pas repris par un camion. Euh, et mes autres questions, c'est est-ce que vous savez ou pas estimer aujourd'hui sur un transport par bateau à partir de combien de volume ou de combien de fleximal ou de combien d'éléments de bois on peut potentiellement devenir rentable par rapport à en gros X camions qu'on peut mettre sur un bateau? Et j'imagine que ça dépend beaucoup du moment d'approvisionnement des chantiers. Est-ce qu'on peut se dire que si on approvisionne tout d'un coup et qu'on a du stock tampon, comme vous le dites, ça a une pertinence? Et ma dernière question, très rapidement, qui rejoint un peu celle de le propos de Bertrand Leveux, c'est de se dire, mais j'entends bien que là, on est purement sur une étude bois, et du coup, d'où l'intérêt d'aller chercher la maîtrise d'ouvrage pour organiser avec les autres matériaux sur un chantier, pour sur le bateau, mettre du bois, mais mettre des parpaings, mettre des autres éléments pondéreux, des poutres et autres. Mais ça, je pense que c'est hors de votre étude. Oui, Merci. non, mais j'ai une part de réponse, mais j'ai pas la totalité des Bien sûr. réponses. Bon, le fait du 300 km, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, je vais dire, à comparer, par exemple, si vous faites du transport ferroviaire, qui est beaucoup plus long, pour arriver à un niveau économique supportable. Bon, ça, c'est, je vais dire, faut arriver à compenser les ruptures de charge par, je vais dire, du kilométrage routier évité. Hein. Donc ça, c'est voilà, ça c'est ma réponse de ce côté-là. Après, effectivement, si vous arrivez à charger, je veux dire, un bateau complet de matériaux, etc., et que vous êtes sur du grand gabarit, et enfin, vous voyez ce que je peux Ouais. amener, et que vous mettez une grue adaptée directement au baraquet et que ça vous permet de décharger sans avoir besoin de faire de kilomètres de camion et que vous avez prévu la zone de stockage suffisante, bah là, effectivement, vous avez besoin de moins de kilomètres. Hein, et puis, ce qu'il faut voir, c'est le flux et le contreflux. Si vous avez un flux aller et un contreflux à vide, forcément, pour arriver à je veux dire, un bilan économique intelligent, c'est pas très facile. Après, si vous êtes sur une zone, par exemple, comme la zone de Gennevilliers, Paris, etc., les bateaux, pour se faire recharger, ils font pas beaucoup de kilomètres. Voilà. Après, quand ils veulent bien être rechargés, si c'est des céréaliers, par exemple, ils vont faire l'aller plein, retour vide. Mais tout ça, c'est conçu dans leur approche, hein, si vous voulez. Voilà. Après, la mutualisation, oui, il faut mutualiser de toute façon, parce que les matériaux de construction, ça peut très bien se mutualiser avec du transport bois, avec de la fleximal. Si vous avez des palettes de parpaings et je veux dire, ça a été le cas d'ailleurs Cœur de Paris, hein, où Sogestran et Blue Line ont transporté en parallèle des pavés pour les Champs-Élysées, des pierres pour la construction de Notre-Dame et en même temps du bois pour Woodap. Hein. Donc la mutualisation, et là, elle trouve son intérêt, et je veux dire, quelque part dans ce genre de business. Après, c'est vrai que c'est du flux montant, mais pas forcément du flux descendant. Et je voyais le message de l'EPAMSA. L'EPAMSA, c'est plus du flux descendant. Et là, effectivement, on va arriver dans une réflexion qui va être dans un sens montant et dans un sens redescendant.
Et là, effectivement, on va arriver à avoir une économie qui sera meilleure en matière de transport fluvial pur, bon, mais pas forcément sur la manutention, à moins d'avoir des matériels de manutention embarqués comme on a sur le Zulu, où on a la grue qui permet de, enfin, qui n'a pas une très grosse portée, mais qui permet quand même de décharger directement en baraquet, quoi. Voilà. Hein. Donc, tout ça, si vous voulez, il y a le matériel qu'on va mettre en œuvre, la proximité et l'étude, et c'est pour ça qu'il faut étudier au préalable et vraiment en amont de toutes ces actions, parce que ça évite, si vous voulez, d'aller sur de l'urgence et effectivement d'être obligé de payer plus cher. Voilà. Ouais, très clair. Oui, non, anticiper et réfléchir en amont Voilà. et voir ce qui est possible effectivement en amont. Ouais, c'est très clair. Merci pour vos réponses. Et chaque Donc, cas est unique, j'imagine, à bien sûr, étudier bien de sûr. manière Oui, unique, quoi. oui. Ouais, bien sûr. Chaque cas est unique, il faut vraiment faire la part des choses et puis regarder techniquement comment ça peut se faire le plus facilement possible. Enfin voilà, quoi. C'est pas toujours évident, bien sûr. Merci. Merci. Donc, nous avons aussi une question d'Emmanuel Briolet. Oui, Donc, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. Moi, je suis chef de projet à la CEMAPA, aménageur de Paris. Et donc, 2 des projets présentés sont sur la ZAC Paris-Rive-Gauche, dont la CEMAPA est l'aménageur. Donc, je suis ravi de voir que ces projets ont un bilan plutôt positif, même si le surcoût économique présenté nous inquiète, tout simplement parce que voilà, c'est des projets très compliqués et donc souvent les maîtres d'ouvrage nous opposent ce surcoût économique comme obstacle au développement du transport fluvial pour leur structure bois, qui par ailleurs sont amenés à se développer énormément dans Paris et ailleurs. Donc ma question est la suivante, comment on peut concrètement sur les quais portuaires parisiens et autres aménager les choses pour que le surcoût soit moindre par rapport au transport routier? C'est pas trop à moi de répondre de ça, mais il y a Christophe Duchâtelier qui est pas loin. Donc Christophe, si tu veux répondre. Alors, je vais juste autoriser le micro. Alors, tac. C'est bon, normalement. Il faut juste que vous activiez votre micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci de me donner la parole. Donc, le sujet que vous soulevez là, c'est-à-dire la compétitivité de la chaîne logistique fluviale en prenant l'angle de l'aménagement, on va dire c'est l'un des paramètres de la compétitivité de la chaîne logistique fluviale. Vous avez le point de départ, le point d'arrivée, et il faut checker tous les maillons de la chaîne pour rendre cette chaîne logistique compétitive. Donc, l'aménagement en fait partie, le transporteur fluvial en fait partie, la manutention, l'industrialisation de la chaîne logistique fluviale est aujourd'hui un enjeu. Et tout à l'heure, Amélie Cuillet le rappelait, qu'elle avait innové sur l'aspect, ce qu'on appelle l'unité de transport intermodal, c'est-à-dire un conteneur spécifique pour transporter le bois. Ça a fait partie justement de la compétitivité de la chaîne logistique fluviale. Donc voilà, ce sont tous ces maillons de la chaîne qui disons qu'il faut checker quand on met en place cette approche qui doit se faire bien en amont, comme ça a été dit par André et les autres personnes qui ont pris la parole tout à l'heure. Donc il y a aussi disons le fait que le maître d'ouvrage travaille disons son projet avec son bureau d'études en intégrant aussi l'aspect fluvial. Ça aussi c'est un point moi, que je note, et je sais que Cuillet aujourd'hui le fait déjà dans sa réflexion en amont. Donc voilà, modestement, les ports sont un maillon de la chaîne. Il y a une politique commerciale notamment où il y a une ristourne fluviale qui permet aussi qui a cette volonté de pérenniser ces trafics fluviaux. Et on va dire, c'est un travail qui est porté au niveau de direction générale, parce que le bois est un enjeu pour Aropaport, tant sur l'aspect fluvial que aussi sur l'aspect maritime. Voilà ce que je peux vous apporter comme réflexion. Donc, chaque cas est un cas à part, mais il est regardé également sous le biais de l'industrialisation pour la compétitivité de cette chaîne logistique fluviale. Voilà, merci, j'espère avoir répondu. Puis je me tiens à disposition de l'Assemblée pour poursuivre nos échanges si besoin. Merci. Merci. Merci.
Oui, allez-y, Amélie. Oui. Je peux me permettre de compléter ou je voulais dire notamment par rapport à la mutualisation et ce qu'on peut faire pour mieux charger les bateaux. Il faut quand même ne pas oublier que dans le cadre du bois, alors tout à l'heure on disait que c'était un élément qui avait été largement développé par la construction bois parce que c'est de la préfabrication. Donc ça convient bien. On aura du mal à mutualiser, je le redis, justement plusieurs chantiers. À un moment, ça avait été imaginé, plusieurs chantiers de préfabrication qui pourraient aller sur Paris. Il faut forcément qu'on mixte. On a déjà énormément de contraintes dans la mesure où il va falloir qu'on livre à un certain jour. Il y a, comme on dit, la coactivité avec les autres corps d'État. On ne peut pas, dans un même bateau, j'allais dire, additionner trop de contraintes parce que ça sera pas favorable. Il faut une mixité des matériaux sur chaque bateau, en fait. Il faut du bois préfabriqué et autre chose qui, justement, il y avait un exemple tout à l'heure sur les agglos, du sable ou des choses qui rentrent dans un cycle avec moins de pression sur la date, que ça puisse être des arrivées de matériaux du chantier. Donc, je pense que ça doit être dans les réflexions. Le deuxième point, si je peux me permettre, alors on est tous attachés à des éléments économiques en tant que dirigeante d'une entreprise de bâtiment et avec l'évolution de la conjoncture, on est bien évidemment toujours avec l'œil sur ce point du prix. En revanche, je redis, je ne vois pas comment on peut demander à ce que ça soit iso-coût avec le transport routier, sachant qu'on enlève des nuisances. C'est un peu le même sujet que sur la construction bois. Quand on nous compare à la construction béton et qu'on voudrait que ça soit iso-coût, on ne peut pas avoir le gain, mais pas la petite dépense. Parce que moi, je considère, par rapport en tout cas à notre cas sur les opérations dans Paris, que l'écart, je le redis, alors soit ramené au prix du mètre carré, soit ramené au coût total de l'opération, ça ne peut pas être ça l'enjeu de décision. Mais je ne suis pas maître d'ouvrage. Merci Amélie. Donc nous avons une question de Isabelle Darville. Alors je vous laisse la parole. Il faut juste activer. Voilà, c'est bon. C'est bon. Isabelle Derville, donc je suis de la délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine. Donc merci beaucoup pour tous ces travaux et ces conseils que vous proposez au vu des analyses, des expériences qui ont été analysées, quoi. Du coup, j'ai entendu beaucoup de choses depuis que j'ai demandé la parole. Moi, je retiens quand même l'intérêt de voir à plusieurs là comment donner des suites sur la mutualisation, tant auprès des maîtres d'ouvrage, des aménageurs, des collectivités, peut-être des outils, vous dites, avec les transporteurs, avec Aropa, il y a des choses encore à caler, vous indiquiez les modes de comptage, etc., les équipements, les moyens de levage. Et puis ma question, elle portait effectivement, mais vous venez d'en parler, parce que on peut mettre beaucoup de marchandises hors gabarit dans ce mode de transport. Donc, pour des éléments préfabriqués, c'est très bien. Et comment, si on mutualise, mélanger différents types de matériaux, de marchandises. Alors, j'avais en tête, au moins, quand on repart à vide, pouvoir mettre autre chose. Et si on doit repartir de la région parisienne, peut-être des déchets, des choses comme ça. Est-ce que c'est compatible dans le même bateau, la même barge ? Mais finalement, même avec des éléments préfabriqués, vous indiquiez mettre du sable, des casiers un peu plus petits, différents. Voilà, je trouve que c'est une piste. Si vous nous dites que il y a moyen de creuser un peu ça, je pense que c'est une des trois pistes avec les maîtres d'ouvrage et les opérateurs de transport sur lesquels on pourrait avancer, essayer de proposer des outils pratiques pour les prises de décision quand les uns et les autres vont y aller, quoi. Donc, je ne sais pas effectivement s'il y a cette souplesse en plus de mélange de matériaux dans les barges. C'est un point encore supplémentaire. En tout cas, merci.
Merci Isabelle. Est-ce que André, vous vouliez intervenir Oui, enfin, la mutualisation est toujours possible avec des produits qui sont compatibles, c'est-à-dire des choses qui vont pas amener une pollution ou quelque chose qui va gêner. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait également abordé avec Poulenc d'ailleurs, c'était de voir si on pouvait pas dans l'autre sens ramener par exemple des déchets amiantés ou qui étaient en big bag ou des choses comme ça. C'était une étape supplémentaire à travailler, mais je pense que il faut que tous les acteurs prennent conscience, mais il y a un mouvement à l'heure actuelle. Hein. Le Cyclone de Paris, ils sont très partants. Le SMEDAR à Rouen, il y a un certain, enfin, il y a Valeur Place par exemple qui transporte ses plastiques. Enfin, il y a du monde aujourd'hui qui travaille autour. Il y a les cartons à recycler qui vont sur les usines de recyclage. Enfin voilà, tout ça, ça se travaille. Après, mutualiser différents circuits, il faut que les différents acteurs, et ça on l'avait travaillé à une époque, c'était le projet Astrid, hein, qui était de transporter différemment les produits déchets que de l'agglomération, enfin d'Île-de-France, hein, pour les faire valoriser en extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui avait été travaillé aussi sur le sujet. Après, il y a eu des changements de paramètres ou de paradigme, on va dire, quelque part, qui ont fait que on n'est pas allé beaucoup plus loin sur ce sujet-là. Mais ces dossiers-là, on les connaît, on les a travaillés avec mon associé, avec Renal Cavé. On a travaillé ce dossier-là, d'essayer de trouver de la mutualisation, et on avait réussi à mettre tous les acteurs du recyclage et de la collecte autour de la même table. Hein, et pourtant, ils sont tous concurrents et c'est un milieu assez dur, on va dire, quelque part. Et ils étaient partants, hein, faire des essais, enfin, etc. Tout le monde était dans le dossier, hein, il n'y avait pas de problème. Et ça, je pense que c'est le futur. Si on veut mutualiser, il faut mettre effectivement tous les gens qui sont intéressés ou conscients d'un besoin de transport fluvial pour, je sais pas trop, peut-être monter une plateforme ou que les opérateurs se mettent, je vais dire, sur le sujet de manière assez conséquente. Voilà, c'est pas simple, hein, faut dire ce qui est. Il y a de la compétition aussi entre transporteurs fluviaux, et donc forcément, c'est pas toujours évident non plus. Hein. Merci. Alors Amélie, vous vouliez réagir à ce sujet? Oui, juste par rapport à ce qu'est dit, ça me faisait repenser. Et c'est vrai que, là encore, c'est trop nouveau et ce n'est pas suffisamment généralisé au sein de nos chantiers pour que ça soit vraiment une aide. Mais on reçoit de Sogestran notamment, enfin des équipes de transport, des disponibilités. Et c'est vrai que ça peut aussi inciter des entreprises en disant « Ah bah tiens, justement, j'ai pas assez de transport routier actuellement, si jamais c'était pas une démarche que volontaire, et de se rendre compte qu'il y a un transport, des disponibilités dans des transports réguliers dans la semaine. Bon, bah, ça permet aussi d'être un petit peu plus, je pense, réactif et de mieux mettre ça dans la tête des différentes entreprises, en tout cas du bâtiment ou du bois. C'est bien d'avoir des propositions qui nous sont faites. Il y a Tariq Baba qui voudra intervenir, oui. et Oui, j'ai fait ça dans mon rapport de ses expérimentations, et je pense que c'est intéressant de l'écouter là-dessus. Je vous ai laissé la parole. Merci beaucoup André, merci à tous. Effectivement, donc Tariq Baba, on est logisticien spécialisé dans la logistique chantier. Et depuis 1 an et demi, on travaille sur une offre intégrant le fluvial. Donc les contraintes, et effectivement, on s'est nourri aussi des différents échanges avec André, VNF et en tout cas tous les acteurs à Aropa qui travaillent. Le point intéressant, effectivement, je pense que techniquement, il n'y a plus de sujet et ça a été démontré. Le sujet de fond, c'est l'économique. Donc du coup, comment on arrive à concilier l'équation économique en intégrant le report modal sur le fluvial.
Et le mot qui revient naturellement, c'est la mutualisation. Nous, on essaye de l'intégrer avec deux aspects, parce que qui dit mutualisation, il faut regarder deux aspects de la mutualisation. La première, c'est de la mutualisation de moyens. Et aujourd'hui, nous, on le voit, la plupart des expérimentations, chacun amène ses propres moyens d'une façon spécifique. Et plus chacun va travailler sur le spécifique, moins on arrivera sur la standardisation et la mutualisation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, on essaye de pousser les acteurs publics à mettre autour de la table les différents acteurs pour la normalisation. Et quand je dis normalisation, c'est sur tous les aspects. Sur l'aspect conteneur, quel conteneur, pour que c'est pas, excusez-moi, si j'utilise en tout cas des entreprises exemples, c'est pas l'entreprise Cuillet qui va travailler sur un contenant spécifique, Poulenc un autre et un autre acteur, ainsi de suite. Donc il faut ce travail un peu de concertation pour pouvoir effectivement mutualiser les moyens, qui va en découler aussi des moyens de déchargement et de manutention. Parce que des grues tout le long de la Seine, il y en a, mais ils ne sont pas toujours adaptés. Donc on essaye en tout cas, nous, de mener cette réflexion pour dire comment on peut mutualiser avec les moyens existants. Et ça, c'est aussi un autre axe de réflexion qui va dans le sens des économies d'échelle en termes de coûts. Donc, et ça, je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillent sur le sujet en ont conscience et tout le monde essaie de travailler dans cet axe-là. Et le deuxième point, qui est la mutualisation des produits. Qu'est-ce qu'on va transporter? Donc, c'est le deuxième axe sur lequel on travaille. Moi, je donne toujours l'exemple, il faut transformer le fluvial d'un transport en mode taxi comme un modèle du transport en commun. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en mode spot pour chaque transport. Il va falloir faire ce passage d'échelle pour que ça devienne un transport en commun presque bien planifié et coordonné. Et si je prends seulement l'axe BTP, proprement dit, je pense que la plus grosse difficulté de la mutualisation, elle vient du modèle économique du BTP. Aujourd'hui, s'il y a un secteur où les acteurs sont extrêmement divisés, c'est le BTP. Vous avez le maître d'ouvrage, vous avez l'entreprise générale, toutes les entreprises qui travaillent. Donc, si chacun, et c'est sur quoi on essaie aussi de converger ce secteur-là, et aujourd'hui, dans le modèle économique, chaque acteur est responsable de la partie livraison. Et le grand faiseur, qui peut être l'entreprise générale ou le maître d'ouvrage, ils ne veulent surtout pas dérégler la responsabilité de ce partage-là. Donc, ça peut être aussi une chose qui facilement, qu'on pourrait mettre facilement en place. Le maître d'ouvrage décide pour l'ensemble des acteurs. Mais il faut quand même mesurer les conséquences en termes de responsabilité de tout le secteur. Et c'est pour ça que ce n'est pas simple. Ce n'est pas seulement que le maître d'ouvrage ne veut pas, et c'est avec... donc, il y a quand même des contraintes de responsabilité qui sont extrêmement importantes et qu'il va falloir déverrouiller. Et ce n'est pas seulement une simple volonté du maître d'ouvrage. Il y a eu la CEMAPA qui l'a évoqué. Ils sont confrontés à ces objections parce que la réflexion reste quand même silotée. Voilà, c'est juste ces éléments de réflexion qu'on essaie d'apporter. Alors, nous, par rapport à l'offre qu'on essaie d'apporter, j'essaie de faire un peu de pub par rapport à notre offre, on veut être ce tiers de confiance, justement, qui va un peu mutualiser l'ensemble des acteurs. André, il l'a cité aussi, c'est qu'on veut mettre en place des centres de consolidation multifournisseurs et qu'on vienne cadencer les livraisons sur le chantier, mais plutôt par rapport aux besoins en chantier, mais pas par rapport à ce besoin siloté par produit. Voilà. Merci Tariq, c'est clair. Bon, je pense qu'on arrive au bout là, Clélia, parce que Oui, je vois que tout à fait. ça marquait, il reste peu de minutes. Oui, on a dépassé un petit peu l'heure. En tout cas, merci à tous pour vos interventions. Merci à tous d'être venus donc, à ce webinaire. Nous allons vous envoyer dans la semaine donc, tous les éléments, donc l'enregistrement, le livret de communication et les 2 rapports d'André Poiré. Donc voilà, merci encore à tous et puis très bonne journée. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci à À bientôt. tous.